Bon, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors, c'est vrai que ce livre m'a occupé pendant un petit moment. Il était publié c'était en novembre 2021, enfin, ça fait un an et demi à peu près. Alors, comme tout ouvrage, il produit un sentiment de frustration, c'est-à-dire qu'il y a non seulement des choses qu'on aurait voulu mettre dedans ou dire mieux, mais surtout un ouvrage comme celui-là, il m'a poussé à avancer dans ma réflexion. Donc je vous rassure, pour ceux qui l'ont lu, je ne vais pas vous ressasser le contenu de ce livre. Je vais partir plutôt de ce qu'il m'a inspiré et puis vous faire part finalement de mes recherches actuelles sur la question de la photographie. Alors, Raphaël a rappelé que j'avais fait des ouvrages sur des sujets qui peuvent être très différents, voire très larges. J'ai une curiosité autour de la photographie qui va aussi bien de la photographie très expérimentale, comme on va le voir aujourd'hui, jusqu'au photojournalisme. Donc, vous n'avez pas en face de vous une sorte de monomaniaque de l'expérimentation. C'est plutôt un domaine qui m'intéresse particulièrement depuis quelques années parce que la création d'aujourd'hui me fait signe pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ma spécialité historique en tant qu'historien de la photographie d'un point de vue académique, c'est plutôt la période 1900. Je suis un vrai spécialiste du pictorialisme et de ces années 1900. Et ce qui est très curieux pour moi, c'est que 30 ans après, avoir fait une thèse sur le sujet, je me suis intéressé à plein d'autres choses, mais notamment aux artistes qui m'entourent. Et j'ai eu le sentiment depuis les années 2000-2010 que je voyais un phénomène tout à fait étonnant se dérouler sous mes yeux, qui était celui finalement d'une photographie qui était en train de se repenser, de se régénérer, d'essayer de comprendre son histoire autrement et de se réinventer d'une certaine manière. D'ailleurs, il y a des expositions qui ont eu lieu aux États-Unis, mais pas que, aussi en Allemagne, sur cette notion de réinvention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment un médium se réinvente? Donc, c'est un petit peu à partir de cette idée que je suis parti quand j'ai fait Contre-Culture. C'était que j'observais que finalement, la photographie se recomposait. C'est-à-dire qu'il y avait des pratiques qui essayer de dialoguer avec des procédés qui pouvaient être historiques ou des manières de faire la photographie qui combinaient, qui s'hybridaient avec le matériel, avec la sculpture, avec l'installation, avec beaucoup d'autres choses. J'allais dire, ça, c'était pas nécessairement nouveau. Hein. Quand on regarde l'histoire de la photographie au XXe siècle, elle a été, Raphaël le rappelait, très expérimentale. Il y a eu beaucoup de choses, mais qui étaient, si vous voulez, assez marginales, qui avaient un caractère très avant-gardiste, très élitiste, et qui ne rencontraient pas vraiment un public plus large. Aujourd'hui, ce qui est très différent, c'est le caractère massif de ces propositions, leur écho aussi, et surtout leur façon de mettre la photographie en face des enjeux contemporains d'un point de vue politique ou anthropologique. C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Et ce dont j'aimerais vous faire part, c'est que les expérimentations dont on va se faire l'écho aujourd'hui, comme celle qui est dans l'exposition d'ailleurs, ne sont pas simplement formalistes. C'est-à-dire que c'est pas simplement une façon de jouer avec la matière, mais que ces jeux, au sens noble du terme, peuvent établir un dialogue extrêmement profond avec ce qui nous préoccupe, notamment des questions liées à cette époque qu'on appelle maintenant l'Anthropocène, cette planète qui va mal et qui nous renvoie une image pour laquelle on n'a pas vraiment de représentation, et on va dialoguer autour de ça. Alors le titre, qui est d'ailleurs le titre de l'introduction du livre, Au-delà de l'image. Alors maintenant, j'ai la photographie au-delà de l'image parce que j'ai commencé beaucoup de séminaires avec mes étudiants par cette phrase un peu lapidaire, la photographie n'est pas une image. Effectivement, c'est quelque chose, quand on le dit comme ça, qui semble absurde, puisque culturellement, nous sommes complètement déterminés les uns et les autres par le fait qu'une photographie, ça sert à faire des images. Bon. Peut-être que le problème, il n'est pas là. Hein. Je vais faire un parallèle tout bête. Mais si je vous dis la gravure, ça sert à faire des images, peut-être que vous commencerez à vous dire la gravure, ça sert avant tout à faire de la gravure. La gravure, ça sert à mettre en œuvre des savoir-faire, à établir une relation entre des matériaux, des outils, un souci d'expression de l'artiste, et parfois ça fait des images. Et, je sais pas, si vous visitez un musée, il y en a de très beaux ici, et que vous êtes face à une gravure de Dürer, peut-être qu'avant de dire « Oh, quel beau lapin !» ou quel beau rhinocéros de Dürer, vous allez vous dire « Mais quelle incroyable gravure !»
Et je voudrais vous amener à cette réflexion que finalement, la photographie, on l'a beaucoup dit par le passé, puis on l'a oublié, est un médium. C'est-à-dire que c'est un ensemble de connaissances, de matériaux, de substances, d'histoires, de manières d'être avec les autres, qui, des fois, est oublié au profit de simplement ce que peut produire, parfois, parce que pas toujours, la photographie, c'est-à-dire des images. Alors, qu'est-ce qui a fait que, définitivement, à la fin du XXe siècle, ça remonte à maintenant à 25 ans à peu près, on a totalement confondu la photographie et l'image? En fait, c'est le tournant de la révolution numérique. Le fait que on ait abandonné par un choix industriel, et culturellement aussi le fait que la photographie était avant tout un procédé analogique, a fait qu'elle s'est coulée, au sens presque d'un fluide, dans une économie générale des images. Et beaucoup de critiques d'art d'ailleurs l'ont dit à cette époque-là, à la fin du XXe siècle, avec la révolution numérique, la photographie est définitivement rentrée dans le domaine des images. 25 ans plus tard, et c'est le travail que j'ai tenté de faire en tant qu'historien, encore une fois, dans Contre-culture dans la photographie, 25 ans plus tard, quand on se retourne, là on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Beaucoup de photographes qui ont mis en œuvre, au sens noble du terme, des manières de faire la photographie qui n'étaient pas en accord nécessairement avec cette définition de la photographie simplement en tant qu'image. Alors qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Beaucoup d'entre eux, d'abord, ont travaillé à contredire la haute technologie, en travaillant par exemple avec des matériaux pauvres, en travaillant avec des appareils simplifiés, en se privant d'objectifs, en allant voir du côté des procédés historiques. Et on se rend compte que depuis la fin des années 1990 et bien sûr les années 2000 et 2010, de manière parfois extrêmement, je dirais, hétéroclite, pas hétérogène, hétéroclite, beaucoup de photographes ont travaillé non pas contre la culture de l'image numérique, mais à côté, en parallèle, en décalé, en hybridant, et en essayant de ne pas perdre cette expérience anthropologique, je dirais, de ce qu'est le médium photographique. Alors, toutes ces expériences-là, j'en ai parlé dans le livre, mais ce qui m'intéresse de voir avec vous, c'est comment elles ont produit une drôle d'équation qui est de montrer, j'allais dire par A plus B, que on peut faire de la photographie, mais d'une manière absolument complète, authentique, presque essentielle, sans nécessairement faire des images. On peut faire de la photographie de A à Z, sans nécessairement faire des images. Comme si, ce qu'on va voir aujourd'hui, beaucoup de photographes avaient travaillé à une sorte de radicalisation, de réduction à l'essentiel de ce qu'était la photographie, comme vous savez, quand on plonge le coup de pied au fond de la piscine, pour aller au bout du bout de ce qu'était la photographie, ses substances, ses matériaux, sa conception, pour ensuite repartir, dialoguer avec les images, mais quelles images? Et ce qu'on va voir, c'est que pour beaucoup d'artistes aujourd'hui, les images photographiques sont des images qui sont ramenées dans notre temps, qui sont récupérées, qui sont collectées, et avec lesquelles on se met à dialoguer. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est crescendo, d'aller vers cette abstraction, on pourrait dire, de la photographie, puis de voir comment ce qui pourrait nous sembler le plus abstrait est en fait un vrai dialogue avec les enjeux contemporains, puis comment la photographie revient à la question de l'image en allant s'approprier, récolter les images parfois du passé ou d'ailleurs, et puis comment aussi, à un moment donné, on a un bon exemple ici, la question de l'espace s'ouvre à la photographie comme une dimension qui lui est désormais assez naturelle. Alors, bon, plus l'image disparaît dans les années 2000-2020, depuis 20 ans, plus l'image disparaît, plus le médium apparaît. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire. C'est que finalement, on va voir beaucoup d'artistes qui, en enlevant l'image, vont faire apparaître ce qu'est au plus près la photographie. On va prendre quelques exemples. Alors, je vais vous montrer beaucoup d'images, mais c'est simplement pour qu'on ait une espèce de ventilation optique, si je puis dire, autour de ma parole. Sébastien Rezé, qui est un artiste français qui vit en Belgique depuis fort longtemps, fait une expérience. En 2015, il va se promener dans les ruines de l'usine Kodak
à Chalon-sur-Saône. Il n'y a plus rien. Il y a un livre qui va apparaître, mais il n'y a quasiment plus rien, de vieux objets, des vieux attributs de bureau. Et puis, son pied bute dans une boîte de papier photo, la dernière qui reste dans un coin. Elle n'a pas été ouverte. Et il va s'en saisir comme une sorte de relique. Il va beaucoup réfléchir à ce qu'il peut en faire. Et ce qu'il va en faire, finalement, vous voyez exposé ici, il va en faire une sorte de totem. Et il va exposer ces papiers et les développer en tant que tels, sans prise de vue, sans autre forme de procès, comme pour dire, ben, voilà ce qu'a été le papier. Et ce qu'il nous livre à cette époque-là, c'est cette question de l'obsolescence. C'est comment finalement quelque chose est là, mais n'a plus d'actualité. Comment quelque chose est pris dans le corps de l'histoire, elle est bien là, ils sont bien là, ces papiers, cette lumière est bien là, mais elle n'existe plus dans une perspective industrielle. Et c'est ça qui est très important par rapport à cette question de l'obsolescence. Ce n'est plus une perspective industrielle qui intéresse l'expérimentation photographique, le médium photographique, c'est désormais une perspective artistique et culturelle. Donc, on ne reviendra jamais à l'argentique, mais l'argentique, que ce soit dans le domaine musical, que ce soit dans le domaine cinématographique, est en train de revenir dans une autre perspective. Et ça, c'est un phénomène culturel absolument passionnant, une sorte de désordre temporel qui n'a rien à voir avec la nostalgie, on y reviendra, qui est une autre question, même si la nostalgie est en soi une question passionnante. Donc, vous voyez, bon, on voit, ce sont des documents que je vous projette, vous voyez bien comment ces papiers sont en train de libérer, et on va en voir beaucoup d'exemples, une espèce de saveur, une espèce de présence qui, à la fois pour ceux qui ont connu la photographie analogique, rappelle quelque chose, et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est-à-dire, désolé, mais de plus en plus, la plupart d'entre vous, nous, tous ceux qui sont nés à partir de la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, eh bien, ont quelque chose de singulier. Alors, ce sont presque des présences fantomatiques, et cette idée va revenir à plusieurs reprises dans mon speech, à savoir que la photographie aujourd'hui a quelque chose de hanté. Hanté par elle-même, hanté par des présences qui ne sont pas nécessairement des prises de vue, mais des apparitions au sens, alors bien sûr, parfois métaphorique, mais peut-être un petit peu plus. Alors Sébastien Rezé, qui donc prépare un livre aujourd'hui sur ce travail-là, va non seulement, elles ont été montrées en exposition, mais les publier, mais va aussi publier des éléments qu'il a trouvés dans l'usine. Il est allé retrouver des anciens ouvriers de l'usine avec qui il a fait des tirages, etc. Donc la photographie, non seulement elle ne montre plus d'images, mais par contre, elle est au travail de sa propre mythologie. On va le voir à plusieurs reprises. Alors, la star dans le domaine, c'est Alison Rossiter, qui est une artiste américaine qui a été une grande spécialiste des questions de restauration de photographie, mais surtout la première à se constituer une collection incroyable de papiers, de plaques de verre anciennes, mais non impressionnées. Et donc, c'est un marché très connu aujourd'hui pour ceux qui travaillent sur les papiers anciens notamment, ou les plaques. Et Alison Rossiter s'est fait une collection à partir de laquelle elle effectue soit des tirages à nu, juste exposés de plaques ou de papier, soit des prises de vue qu'elle a réalisées, de paysages par exemple, sur ces papiers ou sur ces plaques de verre, ne sachant pas ce que cela va produire. Alors, vous pouvez avoir par exemple des papiers qui ont expiré en mai 1945. Et donc, elle va dessiner un univers autour de sa pratique dont le médium, le support, va jouer à plein sur l'effet de surprise que ce temps encapsulé d'une certaine manière dans la substance qui a viré, est passé, dont on ne sait pas comment elle va réagir, va produire un dialogue avec l'intention de l'artiste. Jusqu'à, et ça c'est une pièce célèbre qui a souvent été exposée, présenter les papiers pour eux-mêmes. C'est-à-dire comme une sorte, vous le voyez, de collage, où elle a obtenu des effets de photogramme, on pourrait dire, sur certaines parties, et elle va jouer à nous donner à voir la substance du papier. Quand je vous dis qu'il y a une sorte de mythe du médium qui se remet en place. Alors bien sûr, il va y avoir des jeux aussi sur des formes d'altération qui sont produites au moment du tirage, comme cette partie du ciel de ce paysage qui est contaminée de petites lentilles blanches.
Et elle va avoir, je dirais, une influence, en tout cas elle va être reconnue par beaucoup d'artistes, dont des artistes de la toute nouvelle génération, comme Laure Tiberghien, qui, elle, décide de construire le début de son œuvre, c'est une artiste qui a 35 ans aujourd'hui, sur ce fétichisme du papier. Alors elle ne va pas simplement prendre un papier, l'exposer et tirer, elle va vraiment travailler au laboratoire sur les papiers, mais sans prise de vue. Elle va travailler des effets de lumière, des effets de révélateurs, des effets de substances chimiques, en connaissant au mieux la composition des papiers. Et donc, elle va produire tout un travail. Alors ça, c'était son premier boulot qui s'appelait La Société Lumière en 2017, alors avec cet hommage aux Lumières, sur, vous le voyez, des développements de lait de papier photographique. Et elle va travailler, elle vient de sortir un livre là, il y a un mois et demi, sur des tonalités qui sont données à ces papiers et qui, bien sûr, vous l'imaginez bien, instaurent aussi un dialogue avec l'idée de l'abstraction, notamment puisqu'il y a l'expo de Rothko en ce moment à Paris, avec les grandes figures de l'abstraction. Tout son travail est un travail fait au laboratoire sur ce papier qui lui demande des temps de mesure, des études. Et donc, elle a vraiment quelque chose qui tient d'une sorte d'esthétique alchimique autour du papier. Le papier, on pourrait en montrer des tas d'exemples. J'en prends un autre avec Marie Clairel. Alors elle fait une expérience aussi très simple. Elle va ouvrir une boîte de papier photographique, donc totalement vierge. Elle va les exposer à la lumière. Et ensuite, elle va les tremper que partiellement dans un bain de révélateur. Et elle va stopper le jeu. Et donc, elle obtient sa série Riviera en 2019. Alors, ça ne rend pas justice au travail, vous l'imaginez bien, c'est très onctueux, c'est très étrange à voir. Et finalement, ça fabrique des paysages. Donc, vous avez une partie où la lumière du jour a voilé le papier, puis ensuite une partie où le révélateur, d'une manière liquide, est venu aux franges d'une partie du papier. Et on a une espèce de décollement, une espèce de paysage abstrait qui se construit. Alors voilà, on voit la main pour voir l'échelle de l'œuvre. Et en fait, vous n'avez pas d'un soulèvement, c'est un phénomène, on pourrait presque dire d'ombre, même si ce n'est pas une ombre, qui vient jouer sur le papier. Donc vous comprenez bien qu'avec ces artistes, il y a quelque chose qui est de l'ordre, je disais, de fétichisation, en tout cas, de considération du matériel photographique, en l'occurrence le papier, comme un médium en soi, un outil en soi, comme s'il n'y avait pas besoin de fabriquer des images, mais plutôt de donner sa présence complète au médium du papier photographique dans sa photochimie, pour nous faire toucher du doigt, si je puis dire, la poésie qu'il contient, bien sûr, des procédés qui n'ont plus aujourd'hui de production industrielle, si ce n'est marginale. Il existe des producteurs de papier photographique. En France, il n'y a qu'un producteur qui s'appelle Berger, qui fait fabriquer d'ailleurs même pas en France, parce qu'il n'y a plus d'usine, mais il y aura bientôt une usine de papier qui va se remonter. Ça, c'est une autre aventure. Alors le Hongrois Máté Debocquet, lui, il joue aussi sur la question des bains. Alors ça, c'est une œuvre tout à fait importante qui s'appelle Developing Till the Exhaustion, développée jusqu'à finalement l'extinction en 2020. Alors, vous voyez, c'est un grand panneau, donc vous voyez, il y a une prise ici, donc on voit à peu près l'échelle du panneau, c'est grand comme ce qu'il y a derrière moi. Ce sont des tout petits bouts de papier qui sont posés sur des supports, c'est très fragile. Et en fait, il a pris les mesures, les temporalités de chaque bain dans lequel il va disposer son papier photographique, mais il va diluer à chaque fois avec la même teneur le bain de développement. Ce qui fait que, arrivé à la fin, bien sûr, le bain n'agira plus et le papier restera blanc. Donc, il y a une espèce je dirais presque d'éclipse là qui est jouée, simplement avec l'idée de la sensibilité et du bain. Une expérience, bien sûr, qui n'est ni scientifique ni productrice, mais qui est là pour montrer la question de la nuance. C'est-à-dire comment, finalement, on peut, dans un travail de laboratoire, obtenir, j'allais dire 1000 nuances, je ne sais pas s'il y en a 1000 ici, mais en tout cas, donner à voir avec, vous voyez, une installation très contemporaine, très minimale, très radicale, quelque chose qui nous dit le médium, qui nous dit le photographique en soi. On ne peut pas faire une pièce aussi photographique que celle-ci, et vous en conviendrez, la question de l'image y semble bien absente. Alors, c'est quelqu'un qui est absolument passionné par la question de l'argent, au sens de l'argentique, et par
par jeu de captation des résidus d'argent dans ces bains de révélateurs, par électrolyse, il va récupérer ces morceaux d'argent, il va les faire prendre sur des petites languettes de zinc, de pierre, de bois, de tout ce que vous voulez, et il va travailler à agréger des petits morceaux d'argent sur des supports papier ou d'autres supports, de manière, vous voyez, à avoir ces sortes de nuances, de substrats. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire des origines de la photographie, hein, vous avez peut-être en tête les albums d'essais, notamment ceux de Bayard, hein, où on avait justement ces albums qui étaient remplis de petites languettes de papier sur lesquelles il y avait des indications chimiques, des indications de durée, et qu'on regarde aujourd'hui vraiment comme des incunables, je dirais, de la photographie, bien avant la question de l'image, celle de la photosensibilité. Voilà des plans rapprochés où on voit ces petites languettes de métal sur lesquelles il a fait par électrolyse s'agréger des grains d'argent. De l'argent, du métal, du temps, du liquide, on est, j'allais dire, dans l'écosystème élémentaire de la photographie analogique. Et puis, dans sa série, j'allais dire, la plus radicale, les Graphics Papers de 2016, là c'est pareil, hein, il va travailler à révéler des papiers pour qu'ils soient le plus blanc possible, le plus laiteux possible, pour fabriquer, si vous voulez, moi je me dis souvent, c'est une sorte de carré blanc sur fond blanc de Malevich, hein, c'est-à-dire comment, à un moment donné, donner vraiment à voir l'indiscernable, si ce n'est la matière même du support. Donc ces quelques exemples que je vous ai montrés, c'était pour vous dire à quel point aujourd'hui on assiste à ce courant, on pourrait dire à cette sensibilité qui nous replonge, et le de replonge nous dit que ça nous replonge aussi dans une certaine histoire de la photographie ramenée à ces éléments primitifs. Je dirais les particules élémentaires de la photographie, comme si il fallait aller à la racine même du photographique, au sens large du terme cette fois-ci, pour pouvoir la régénérer, la repenser, au-delà de ce que nous faisons tous avec nos écrans, c'est-à-dire regarder des images, etc. Là, arriver à condenser l'expression du photographique à partir de cela. Alors, on aurait au fait les uns les autres de se dire, bon, tout ça c'est bien gentil, le papier photographique, il n'y a rien à voir, bon... Mais, ce qui est intéressant, c'est que derrière cette sensibilité-là, il y a une profonde réflexion autour de notre besoin de tangibilité, de notre besoin de matérialité, de notre besoin de nous reconnecter à des opérations et ne pas simplement être pris dans une économie de l'attention, comme on dit aujourd'hui, où les images nous arrivent, elles défilent, on les scrolle et on ne les regarde pas. Donc là, ces œuvres manifestes, si je puis dire, elles nous disent ça. L'analogique, ce que j'appelle moi maintenant la culture analogique, est quelque chose qui est dans le contactus, dans le besoin que nous avons pour équilibrer, pas pour combattre. Nous sommes toutes et tous des homos ou des femmes numericus, hein. Voilà, on est dedans, mais on a besoin de deux pieds pour marcher. Et que la culture analogique, elle doit passer par des moments de manifeste en disant la photographie n'est pas qu'une image, probablement ça nous raconte que nous avons besoin de tangibilité. On a besoin de se voir, on a besoin d'être dans une ambiance, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de palper les choses, de les sentir, de les goûter. Et ça, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de culturel. Et plus on va vers l'homo numericus, plus on se rend compte que l'analogique est une culture en soi. C'est ce que j'essaye de montrer dans mes travaux les plus récents. Alors, justement, on pourrait quand même faire un certain procès à tous ces abstracologues de la photographie en disant, ben, où va le monde dans votre histoire? Eh bien, on va voir que cette culture-là, elle est rigoureusement contemporaine de l'Anthropocène, c'est-à-dire dans ce monde dégradé dans lequel nous vivons et avec lequel nous devons vivre, et j'allais dire nous réconcilier, nous concilier en tout cas. En effet, beaucoup d'artistes maltraitent, j'allais dire, le médium photographique pour essayer de voir comment il dialogue justement avec ce qui nous entoure. Colline Jourdan est une artiste qui a beaucoup travaillé sur les lieux pollués avec la photographie. Et notamment, puisqu'on était dans le blanc, j'aime beaucoup sa série intitulée L'âge en blanc, où elle a fait des photographies de forêt, elle a fait ses tirages, et ensuite, elle les a fait baigner dans du Roundup. Et donc, cet agent
qu'on connaît tous, hein, qui est celui qui bousille le plus la planète, eh bien cet agent chimique va rentrer dans un jeu qui est celui de devenir un élément de production d'une image photographique, en tout cas d'une épreuve photographique. Alors l'altération de la forêt, eh bien, elle va se voir, vous le voyez, par ces grands panneaux où on discerne bon an mal an des frondaisons en noir et blanc, mais bien sûr où le produit chimique va avoir une réaction inattendue, ou en tout cas bizarre, hein, qui est celle de fabriquer ces sorbes lumineuses, ces étranges présences qui sont comme autant d'effluves fantomatiques qui racontent, d'une manière bien sûr métaphorique, ce que les produits phytosanitaires font à la nature. Hein. Là, donc, on a quelque chose qui est à la fois une expérience, j'allais dire, très visuelle, très formelle, très travaillée d'un point de vue tangible, mais qui en même temps propose aussi une réflexion aux spectateurs. Alors, une des artistes qui travaille beaucoup dans ce sens-là, c'est Alice Palot, qui a travaillé sur les algues vertes. Son livre s'intitule « Algues maudites ». Elle a beaucoup exposé ces derniers temps. J'ai eu le plaisir d'accompagner son livre avec un texte. Et elle va pousser le principe photographique jusqu'au bout, puisqu'elle va non seulement fabriquer une fable photographique autour des algues vertes, donc vous savez, ce système qui eutrophise, c'est-à-dire qui alimente en azote beaucoup trop les bords de mer et notamment les algues qui vont se développer, puis ensuite fabriquer des sortes d'amas et qui vont ensuite libérer de l'H2O, du soufre, et qui vont donc pourrir et faire courir des risques aux populations environnantes. Donc cette question des algues, elle va donc partir en Bretagne, travailler avec les écologistes, récupérer des photographies, et ça n'était pas facile, et ensuite elle va travailler avec un laboratoire du CNRS à Toulouse, où elle va ramener des algues, donc elle va avoir des photographies de personnages, hein, on va le voir, et puis elle va ramener des algues, et elle va les faire travailler dans des milieux fermés, avec cette particularité qui est que ces algues vertes, une fois qu'elles sont amassées, elles créent un milieu sans oxygène, anaérobie. Et les scientifiques se rendent compte assez rapidement que dans les milieux sans oxygène, il y a plein de gens qui vivent très très bien, sauf nous. Hein. Donc toutes ces bactéries qui vivent dans les milieux anaérobies, ils vont les observer, elle va les filmer, et puis elle va mettre ces tirages photographiques au contact de ces bactéries qui vont migrer, qui vont un peu manger tout ça, et il va y avoir un vrai travail de laboratoire qui va être fait autour de cela. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des vues réalisées au microscope en laboratoire de ces tirages au contact des bactéries, des photographies en plan rapproché de cette mélasse, si je puis dire, des algues vertes, des bouillons de culture au sens propre du terme, où encore une fois ces photographies sont mises au contact du milieu sans oxygène, et puis elle va construire tout un récit. C'est pour ça que je parle de fable photographique, où là, on commence à avoir des images. Hein. Il y a des images, il y a des images scientifiques. Donc elle va jouer sur cette espèce d'ambiance un peu d'anticipation, où on a l'impression qu'on est en train de circuler sur une planète inhabitée, avec des personnages qui sont pris dans des lumières un peu étranges, un peu glauques. On ne sait plus dans quel temps on est. Et les images scientifiques, si je puis les appeler ainsi, hein, les macro-visions, vont mettre en scène ce moment où la photographie va être en interaction avec le vivant. Alors il y a des images, vous voyez ici, plus métaphoriques. Hein. C'est vraiment une fable qui est racontée autour de ces algues vertes, avec des personnages qui s'endorment, qui sont sur le bord des récifs. Il y a également des films. Et vous voyez cette espèce de vocabulaire scientifico-abstrait qui montre le vivant à l'intérieur du médium photographique. On peut aussi retrouver des analogies avec des travaux photographiques historiques. Quand on s'intéresse à la photographie scientifique du 19e siècle, on peut tout à fait retrouver ce genre d'images. Là, des boîtes de pétri dans lesquelles on a des émulsions photographiques qui sont dissoutes dans les bains des bactéries. Alors il y a quelque chose un peu de, je dirais, du fantastique
de ce qu'on appelait la science et le fantastique, à un moment donné, essayer de régénérer l'idée du photographique dans un temps qui n'est ni le présent, ni le passé, ni le futur, mais quelque chose qui nous échappe un peu et qui laisse de la place au récit et à la fable. Des expériences, j'allais dire presque de compostage, de photographie, sont menées par nombreux artistes. En ce moment, j'appelle ça la photographie mise en terre, mais mise en terre non pas pour mourir, mais pour vivre aussi au contact du vivant et de ce qui se passe avec une terre abîmée qui est la nôtre. Anaïs Tonder, qui est une jeune artiste qui est en train vraiment de développer un travail intéressant, elle s'est rendue, elle aussi, mais sur un autre endroit, sur le site qui a abrité la plus grande usine Kodak d'Europe, c'est-à-dire à Vincennes, à côté de Paris. C'est une immense usine qui fabriquait à peu près tous les films cinéma, tous les films photographies pour une grande partie de la France et de l'Europe. Et elle a été détruite, hein, cette usine, il y a de nombreuses années. Il y a maintenant même des polémiques parce que les sols ont été mal dépollués, et ça l'a intéressée. Elle est allée justement au contact de ces sols dépollués, mal dépollués. Elle a préparé des grands laits de papier photographique qu'elle a sensibilisé elle-même, papier salé, on dirait dans l'ancien temps. Elle a fait creuser des tranchées et elle les a installées à différentes profondeurs du sous-sol. Elle a laissé infuser, si je puis dire, et ensuite elle est allée rechercher ces papiers, elle les a bien sûr débarrassés des scories, et le papier argentique a réagi à toutes les présences polluantes historiques qui pouvaient être là, hein, ce qui pouvait être de l'ordre de présence de produits chimiques ou de résidus d'argent, et elle a obtenu cette espèce de peau hein, qu'elle a présentée, c'est dans une exposition qui a eu lieu à Bordeaux il y a 2 mois ou 3 mois maintenant. Elle sort aussi des morceaux de concrétion hein, qu'elle a réussi à trouver dans les soubassements de ces terres, et on est là aussi complètement dans une photographie, je dirais presque une chromatographie, c'est-à-dire quelque chose qui laisse advenir par sélection les effets des produits sur le papier sensible. Une terre, la nôtre, qui deviendrait un laboratoire photographique et qui donnerait à voir, vous le voyez, ces substances. Alors, elle les présente aussi en forme de rouleaux, comme des totems ou comme des pots qui seraient roulés, comme un cuir, vous le voyez. Là encore, on est complètement dans le photographique. Le support, c'est du support du papier salé. L'interaction, elle est chimique. On est sur un lieu qui a à voir avec l'histoire de la photographie complètement et qui, d'une certaine manière, du lointain de sa disparition, nous ramène aussi vers des effets qui peuvent être révélés par le travail photographique. Formellement, on est dans quelque chose qui dialogue bien sûr avec une histoire de l'abstraction, de la tâche, de la dilution, de toute une esthétique de l'abstraction presque lyrique à certains endroits. Alors, parmi ceux qui enterrent la photographie pour la faire mieux vivre, Matthew Brandt, lui, a eu une autre idée. Il a travaillé notamment dans sa série il y a une dizaine d'années qui s'appelle Lacs et réservoirs. Avec cette idée très simple, je vais faire une typologie des lacs en fonction de la nature de leur eau. Je vais aller les photographier, comme j'allais dire n'importe quel photographe de paysage. Mais par contre, avant de partir, je vais prendre des gallons, enfin des litres d'eau de ce lac. Et une fois que je vais avoir développé ma photographie, je vais la faire tremper dans ces eaux de lac. Et ensuite, il y aura donc du lac, son image et son corps. Et il obtient, par cet effet de dilution, donc il réalise des tirages, ces prints, c'est-à-dire en 3 couleurs, et l'eau va tout doucement, bien sûr, délaver, agir. Alors, il arrête au moment où ça devient intéressant pour lui, hein, bien sûr, mais c'est une espèce presque de métonymie où le lieu devient véritablement le laboratoire de la représentation elle-même. Vous voyez, avec des effets qui peuvent être extrêmement différents par des jeux de bulles d'air ou autres. Donc voilà sa remise, hein, où il garde l'eau de tous les lacs qu'il rend. Donc là, on est dans un vocabulaire formel, vous voyez, qui fait droit lui aussi à une abstraction colorée qui peut être d'une polychromie tout à fait incroyable. Avec des grands formats, hein. Je vais vous montrer voilà, non, je ne vais pas montrer de vue d'exposition, mais des formats qui peuvent largement faire ceux qui sont ici dans l'exposition. Et puis, dans l'île de Vaihanae, alors là, il décide d'enfermer des tirages dans des rouleaux de papier, de feuilles de bananier. Il va les enterrer. Et il va en faire, vous voyez, ensuite, en les déroulant,
de véritables vues où la vue de la forêt ou du paysage se retrouve complètement pris par des effets non seulement chimiques, mais d'impression, de feuilles, de matériaux, de papier. Là aussi, cette idée véritablement de reconnecter le photographique avec la matière, avec la substance, et d'entamer ce dialogue avec une nature par la terre, par l'eau, par l'air, qui est une façon de parler avec la nature abîmée, hein, d'en donner un imaginaire. Parce que finalement, le seul imaginaire qu'on a de la nature abîmée sont des imaginaires dystopiques, hein, où on nous montre des feux, des horreurs, mais bon, la photographie, elle a fait ça beaucoup depuis les années 1970, hein, depuis les New Topographiques, il y a eu tout le temps des représentations de la pollution sur un mode dystopique. Donc là, la photographie, elle se saisit d'autre chose. Elle va dire, ben voilà, si la nature est abîmée, qu'est-ce qu'on peut faire avec, hein? C'est le grand discours d'Anna Tsing, l'anthropologue américaine. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de point de non-retour, donc maintenant il faut entamer un dialogue avec ce qui est malade. À l'époque du symbolisme, on aurait appelé ça la beauté malade. Alors si voilà une vue d'exposition, hein, vous voyez comment le déroulement, ou le déroulage, je ne sais pas dire, des feuilles de bananier, hein, autour du tirage fabrique ces corps véritablement. On ne sait pas si on regarde des tapisseries, si on regarde des tapis, si on regarde des éléments votifs. C'est tout à fait saisissant en termes de rendu. Donc voilà quelques autres vues. Et on peut dire que là, l'accrochage est assez dense. C'est un parti pris, hein, j'imagine. Alors, Almudena Romero, qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps avec son livre qui vient de sortir, The Pigment Change. Alors, Almudena Romero, c'est une artiste qui s'est fait connaître lorsqu'elle a eu le prix BMW il y a quelques années, puisqu'elle a donné à voir, c'est-à-dire presque à manger, de la photographie sur cresson. Donc, elle fait partie de ces artistes qui travaillent l'anthotypie. Hein. L'anthotypie, c'est un procédé qui n'a pas survécu aux origines de la photographie. Il consiste en fait à exploiter la photosensibilité de la chlorophylle. Hein. Vous avez tous, à un moment donné, laissé sur votre pelouse traîner quelque chose pendant suffisamment de temps pour que quand vous le soulevez, ben voilà, la pelouse est jaune alors qu'elle devrait être verte. Ben c'est un photogramme, hein, ni plus ni moins. Donc la chlorophylle a été connue dès les années 1840 par Mary Somerville, qui est une grande spécialiste des sciences, comme finalement système d'enregistrement des images, si je puis dire, mais on ne savait pas les fixer. Donc c'est quelque chose qui est passé à la trappe de l'histoire de la photographie, qui revient aujourd'hui en vertu du fait qu'on active des pigments naturels et du végétal comme quelque chose qui est véritablement une nouvelle aventure, comme quoi un échec de départ vaut parfois un succès à l'arrivée, mais pour ça il faut attendre un siècle et demi, voire deux. En tout cas, Almudena Romero fait partie de ces artistes qui ont beaucoup travaillé ces dernières années sur la photosensibilité des plantes, la phytotopie, ou pour les fleurs, l'anthotypie. Et donc, elle a réalisé notamment tout un travail d'un album où elle prend des notes et elle montre comment, à partir de certaines surfaces de plantes, de feuilles de bananier par exemple, elle peut imprimer. Donc, elle montre ici une iconographie des mains, du travail de la main autour des plantes, hein, imprimer directement sur les substances végétales les images, et à la différence de Mary Somerville en 1842, elle obtient la possibilité de les fixer par un travail de résine, dont on verra quelques exemples. Donc Almudena Romero, c'est quelqu'un qui expose beaucoup ses travaux en ce moment, avec un fort discours écologique. Elle explique aussi comment elle travaille à partir d'informations qui lui ont été transmises par sa grand-mère. Il y a aussi tout un travail autour de la filiation, autour des femmes, autour de la nature. Et elle fait partie de cette génération qui révèle d'une certaine manière l'importance du support, mais qui dépasse, ou en tout cas est parallèle à une histoire de l'industrie qui serait celle d'une histoire purement artisanale de la photographie. Et ça produit un effet assez saisissant quand on voit, puisqu'on a toute l'esthétique bien sûr de la feuille, de ses nervures, de sa substance, et ça renvoie aussi, j'allais dire, à l'origine de la photographie, où beaucoup de photographes ont travaillé d'abord avec des empreintes de fleurs comme Talbot par exemple, ou bien d'autres, en réalisant, je dirais, une espèce de déplacement de l'esthétique de l'herbier vers l'esthétique de l'album photographique.
Donc voilà une vue d'exposition qui avait lieu à Arles, si je me souviens bien. Alors, la porte est grande ouverte désormais à un discours sur le médium, sur la planète, sur l'expérimentation avec la nature, et aussi j'ajouterais une figure de l'artiste, parce que tous les artistes dont on parle aujourd'hui, en tout cas beaucoup, se définissent comme des research-based artists, des artistes chercheurs. Hein. C'est vraiment, si vous voulez, je fais une parenthèse, parce que pour moi c'est extrêmement important en tant qu'historien. On a changé de paradigme dans la photographie contemporaine il y a une quinzaine d'années à peu près, une dizaine d'années. Entre les années 1980 et les années 2010, le modèle de la photographie, c'est l'art contemporain. Avant les années, jusqu'aux années 70, le modèle de la photographie, c'est l'information et le photojournalisme. Hein. Une bonne photographie, c'est une photographie qui fait une une de presse. C'est ça la photo. Bon. À partir des années 70, même les photographes n'y croient plus, les médias sont emballés, les clichés sont trop importants. Donc, à un moment donné, la photographie, elle cherche quelque chose qui serait un supplément d'âme, et la question de l'art et de l'art contemporain va être vraiment le modèle. Et puis, ça marche plus. Le modèle de l'art contemporain, aujourd'hui, il est institutionnalisé. Bon, donc, le modèle, c'est la recherche. Et ça, c'est absolument passionnant. Je dis pas ça parce que je fais de la recherche en sciences humaines et sociales, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les démarches de la plupart des photographes qui travaillent sur le long terme, qui font des travaux expérimentaux, mais pas que, des travaux documentaires aussi, leur modalité de pensée, c'est vraiment celle du savant, du chercheur, hein, avec hypothèse, intuition, démonstration, propos critiques, réflexivité autour du médium, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir vu apparaître cette mention research-based artist, artiste-chercheur. Et donc, en voilà une toute jeune, Laure Winans, qui est belge, ce qui est plutôt une qualité à mes yeux, et Laure, qui est artiste, qui a 30-35 ans, elle fait partie de ces research-based artists qui ont une pratique associée à l'expédition. Hein, beaucoup d'artistes aujourd'hui sont des artistes, photographes, j'entends, qui font des expéditions artistiques. J'aime beaucoup cette expression employée par Nicolas Floch, qui est un grand plongeur. Et Nicolas Floch, le photographe plongeur, parle d'expédition artistique. C'est-à-dire qu'ils partent, là, Laure Winans, elle part avec des scientifiques, c'est vrai de Grégoire Eloi, c'est vrai de quantité de photographes aujourd'hui. Ils partent en immersion, ils partent avec des savants, ils partent avec des expérimentations, ou même ils partent, s'ils partent tout seuls, ils partent avec des protocoles. Et c'est vraiment cette idée de dire, on ne va pas simplement ramener les images, on va faire de la recherche. Et le processus aura autant d'importance que le résultat. Ce que l'on veut montrer, c'est un processus de création. Alors, Laure Winans, eh bien, elle est revenue le mois dernier, elle repart dans un mois en Antarctique. Elle s'intéresse beaucoup à la question, bien sûr, de ce qui touche cette partie de notre planète qui est particulièrement touchée, bien sûr, par les effets du réchauffement climatique, mais elle veut y travailler avec la photographie. J'allais dire, qu'est-ce que la photographie peut nous raconter de ça que nous avons déjà vu? Des icebergs qui s'écroulent, des animaux qui meurent. C'est pas ce qui change. Mais qu'est-ce que la photographie peut faire? Ou plus exactement, qu'est-ce que le réchauffement climatique peut faire à la photographie, hein? Qu'est-ce qui peut se passer entre eux? Donc elle va partir avec une équipe de savants, et elle part avec ses papiers, ses substances, ses produits. Et elle fait des expériences. Elle fait des expériences sur la salinité de l'eau. On a vu de Kobe tout à l'heure. Donc elle va à tous les endroits où ils vont s'arrêter, tremper des papiers nus, hein, les ressortir et les faire sécher et travailler avec le sel de mer pour voir comment ça peut interagir ensuite avec de l'argent. Elle va faire des albums, elle va exposer, vous le voyez, des papiers sur le pont, si je puis dire, au givre, voir comment ça réagit. Donc, ce sont des expériences qui se font en direct avec la nature. Et puis surtout, elle va faire une des expériences qui, moi, franchement, au niveau esthétique et poétique, m'a le plus subjugué. Elle a montré les premiers résultats le mois dernier au Salon Approche. Et bien, grâce aux scientifiques qu'elle accompagne, elle a accès à des carottages. Hein, vous savez ce que font les scientifiques? Ils font des carottages sur plusieurs mètres pour aller étudier dans ces carottes de glace ce que l'on peut retrouver par dizaines de milliers, de millions d'années. Et donc, dans ces carottages de glace, il y a des éléments qui, bien sûr, racontent notre histoire, et c'est ça qu'intéresse les scientifiques et les glaciologues. Alors, qu'est-ce qui intéresse une photographe là-dedans? Mais elle s'est dit une chose, en parlant avec les scientifiques, ils ont dit, mais tu sais que dedans, il y a des microbules d'oxygène. C'est-à-dire qu'il y a de l'air qui a pu potentiellement être respiré bien avant l'humanité. Et donc, elle va obtenir de ces petits carottages de glace, en fait, tout simplement de les poser sur des papiers photosensibilisés, sur des plaques photosensibilisées, y porter de la lumière,
et les laisser fondre délicatement dessus. Ils vont libérer leur oxygène et ils vont produire ces traces luminescentes sur ces supports photographiques, qu'ils soient sur métal, encore une fois, ou sur papier. Ça, c'est moi qui ai fait les photos, c'est moche, mais c'était pour vous montrer comment ça se présente ensuite dans les picopules. Donc, c'est très émouvant parce que, vous voyez, je vous parlais de fantômes tout à l'heure, c'est ça que j'ai envie de raconter. On va le voir aussi avec d'autres éléments. C'est comment, en fait, la photographie... On sait bien que quand on photographie ou on voit des photographies de nos ancêtres, il y a quelque chose de fantomatique, ils sont là mais ils ne sont pas là. Mais on est dans cet état d'esprit. On voit personne, mais on voit des traces, des substances, des choses qui viennent d'une autre époque, d'un autre temps, qui vont interagir et produire des effets. Qui plus est, ces effets, bien sûr, on le voit depuis le début, ils ont à voir aussi avec toute l'histoire de l'iconographie scientifique, du merveilleux scientifique, de l'abstraction la plus radicale, de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il y a véritablement une passion autour de cette capacité de la photographie à se mettre à raconter et à témoigner autrement du monde qui nous entoure. Alors vous la voyez là avec ses gants, donc là elle expose des supports négatifs à la lumière de l'Antarctique. Et ensuite, alors ça, je vais rendre hommage à mon grand ami, l'immense tireur Diamantino, puisqu'elle lui a fait ensuite tirer sur des papiers qui n'existent plus ces traces lumineuses, et il a obtenu, alors ce sont des grands formats qui sont absolument magnifiques. Alors, bien sûr, hein, là c'est une trace de trace de trace, mais il y a quelque chose qui est très particulier parce que c'est le dialogue aussi entre un papier photographique qui n'existe plus, une lumière qui est arrivée à un moment donné sur un support, et c'est cette rencontre qui fait que, comme le disait Diamantino, ce sont des nuances à ce stade-là qu'aucune technologie numérique ne peut produire. Hein, il y a ça aussi de challenger aussi l'industrie numérique en disant ben, on peut produire des choses qui optiquement sont d'une nature tout à fait singulière. Alors, je vous savais inquiet de l'image. La voilà. Le problème, c'est que quand on parle beaucoup d'images aujourd'hui dans le domaine de la photographie contemporaine, il s'agit plutôt de reprendre les images en main plutôt que de prendre nécessairement des images. Et très souvent, ça correspond avec une des grandes questions de notre époque, la question mémorielle et la question de nos mémoires et la question de la mémoire collective. Mais là aussi, il est question d'expérimentation, il est question d'aller au-delà de l'image. Je vais prendre un ou deux exemples, ou trois. Dinh Le, qui est un artiste vietnamien qui vit à Ho Chi Minh Ville, mais qui a fait une grande partie de sa formation aux États-Unis. Il fait partie de ce qu'on appelait à l'époque les Boat People. Et ce jeune artiste a eu l'idée de repartir à Ho Chi Minh Ville et de faire toutes les brocantes de sa région pour retrouver toutes les valises, les photos de famille, les albums qui avaient été abandonnés dans la précipitation par ses proches, ses aïeux, la population. Et il a monté un lieu de mémoire, un lieu de formation artistique et photographique, et il a surtout réalisé des œuvres absolument magnifiques. Une d'ailleurs vient d'être acquise par le musée du Quai Branly. Ce sont des images incroyables, ce sont des œuvres, pardon, incroyables. Donc, ce sont toutes ces petites photographies de famille, eh bien, il les assemble, il les tresse dans la tradition des nattes vietnamiennes, et il fabrique, vous voyez, ces immenses compositions où on voit l'avers ou le revers des images, hein, où on peut lire des mots, où on peut voir des visages, et pour avoir expérimenté la présence de ces œuvres, c'est extrêmement puissant. Il y a un caractère presque chamanique là-dedans. Vous arrivez, vous êtes à côté, ne serait-ce que votre souffle fait bouger tout ça. Vous voyez toutes ces myriades de visages, ces histoires. Ben, vous savez, vous comprenez que tout cela a correspondu à des histoires traumatiques, à des bonheurs perdus, à des souvenirs abandonnés. Et donc voilà, c'est relié d'un fil comme ça. Alors, outre le côté plastique qui est de fabriquer hein, ces espèces d'êtres de photographie, il y a aussi l'idée de dire je ne vais pas prendre de photographie pour raconter la mémoire, mais par contre je vais la faire réapparaître, je vais la faire réémerger, encore une fois d'un point de vue tangible. Dans la matière, il y a des odeurs, il y a des substances, il y a des choses griffonnées au dos. Et cette matérialité, cette tangibilité, elle constitue véritablement le corps de l'œuvre de Dinh Le. Alors voilà encore une vue où on prend la mesure. Alors ça fait bien 2 à 3 mètres de haut. Hein. C'est très compliqué à mettre en place parce que c'est une grande fragilité d'un point de vue, je veux dire, muséographique. Alors là, on a un point de vue de l'intérieur, on ne peut pas rentrer dedans, mais ici on a un point de vue de l'intérieur fait par le
le conservateur du musée. Alors Mouna Saboni, elle est une artiste franco-marocaine qui travaille aussi sur la question de cette mémoire et de la poésie de cette mémoire. Elle a vécu, ses origines sont marocaines, elle a vécu, elle a fait ses études en France, mais elle a eu un intérêt tout particulier en repartant à Marrakech pour réaliser, alors j'ai caché le titre, mais ce que nos yeux cherchent. Elle aussi, elle n'avait pas vraiment de récit familial, pas vraiment d'archives, et donc elle a fait les brocantes de Marrakech, elle a acheté des photos de famille, et elle a écrit sur ces photos, elle a gravé ces photos, elle est également poète, elle a fait des poèmes sur ces photographies, et vous le voyez, elles deviennent ces photographies anonymes, hein, par définition, des sortes de photographies de famille qu'elle s'approprie elle-même et qui deviennent à la fois des textes et à la fois des images. Et puis, elle a cette idée aussi de les faire surgir. C'est assez curieux à voir. Et donc, en fait, elle part du principe que régulièrement, les maisons marocaines, il faut les recholer, il faut remettre de la chaux vive, de la chaux blanche plus exactement, pour leur redonner leur force et leur brio, si je puis dire. Et donc, elle va, mettre une vitre devant les photographies qu'elle a achetées dans les brocantes, elle va poser du blanc par-dessus, ensuite elle va le laisser sécher, puis elle va l'écailler, elle va le faire percer. Hein, et on voit bien ici les petits follicules de peinture blanche qui sont soulevés. Et c'est cette idée finalement que cette photographie de famille, ces images, puisqu'il s'agit bien de cela, nous reviennent par fragments, par une mémoire qui se réouvre ou qui parfois se referme. Et là encore, on est dans ce souci de la matière, hein, de la tangibilité du rapport à l'image photographique. Donc voilà, c'est présenté dans des boîtes. Et voilà des poèmes qui sont faits autour. On parlait des antotypes tout à l'heure. Il y en a un qui va combiner à la fois l'image de média, l'image de souvenir et l'antotypie. C'est Binh Nam, lui aussi est vietnamien d'origine. Et il a, Binh Nam, cette idée qui est assez étonnante de se dire que finalement, il faut peut-être retourner sur les lieux de la guerre du Vietnam parce qu'il y a des témoins dont on ne parle pas et qui sont bien vivants. Comme on pourrait le dire d'ailleurs de la guerre de 14 ou de la guerre de 45, qui sont bien vivants, ce sont les arbres. Et il va aller récupérer des feuilles, et vous l'avez compris, les vertus photosensibles de la chlorophylle vont lui servir de support, et sur ces feuilles, qui sont les enfants des enfants des enfants de ces arbres qui ont vu, eh bien, il va projeter et imprimer des photographies de une des magazines qui parlaient de la guerre du Vietnam, donc cette mémoire collective, il va la faire se reprendre à l'intérieur même des feuilles, comme s'il y avait une espèce de réincarnation de la mémoire dans les feuilles. Alors ça produit des effets assez étonnants, hein, où vous avez les nervures des feuilles qui deviennent presque les squelettes des personnages, ici des vues d'avion, hein, ou ici des morts sur des champs de bataille. Alors, la mémoire, c'est vraiment quelque chose qui va, d'une certaine manière, faire que la photographie devient un art de revenant, un art de revenance. Samin Ahmadzadeh, elle, est une artiste qui est d'origine iranienne et qui va travailler, elle, à faire des tissages. C'est-à-dire qu'elle va partir de photographies de famille ou de sa communauté, elle en fait des agrandissements, elle va ensuite les couper par bandes, et puis elle va assembler différentes photographies vraiment au sens propre du terme pour retisser des liens avec des avers et des revers, des personnages qui se retrouvent les uns à côté des autres, en couleur ou en noir et blanc. Et là, le tissage photographique va vraiment produire par effet de damier ou par effet de tissu, de trame et de chaîne, une véritable transformation de la photographie. Sa série la plus connue s'appelle 10 000 visages. Alors ça vient d'une théorie, alors je ne sais pas si elle est vraie, qui disent qu'un humain se souvient d'à peu près peut se souvenir de 10 000 visages dans une vie. Donc elle va jouer là avec des visages connus et des visages inconnus à fabriquer des êtres hybrides à partir de son système. Alors la mémoire, la matière, l'histoire, la revenance des photographies, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touché dans la démarche de Det England. C'est une artiste qui est originaire d'Australie. Elle a grandi dans une ferme laitière, vraiment le
la belle ferme, la vie de famille idéale, c'est vraiment quelque chose qui l'a beaucoup formé, beaucoup touché. Et puis elle a dû partir ensuite faire ses études aux États-Unis. Et à un moment donné, eh bien c'est la catastrophe économique. Ses parents sont obligés d'abandonner la ferme. C'est vraiment la destruction du rêve. Et donc elle décide de partir, de repartir voir ses parents, de partir quelques années en Australie. Mais avant, elle décide d'enterrer dans son petit jardin, d'enterrer ses photographies. Une partie de ses photographies de famille, c'est négatif, et elle va les mettre sous les fleurs et elle va les abandonner pendant plusieurs années. Et 4 ans plus tard, quand elle revient, ces photographies qu'elle a laissées presque comme un témoin d'elle-même, comme un témoin du temps, elle va les ressortir et les développer et va réaliser un petit peu ce qu'on avait vu avec d'autres artistes, c'est-à-dire une espèce d'enchevêtrement du temps et de la photographie. Mais quand elle est partie pour retrouver ses parents, c'était pour faire ce qu'on pourrait appeler une performance, comment dirais-je, de réparation. C'est quelque chose d'assez étonnant. En fait, Thrice Upon a Time a consisté à revenir sur le lieu de la ferme de ses parents, alors que, bien sûr, vous avez compris, c'est un traumatisme extrêmement puissant dans leur vie. Et elle propose à ses 2 parents de refaire tout le tour de la ferme, non sans avoir cloué sous chacune de leurs chaussures les négatifs des photographies de l'album de famille. Et donc, ses parents vont se prêter au jeu et ils vont circuler dans tout ce terrain, revoir les lieux qui ont été les leurs, avec, sous leurs chaussures, ces fameux négatifs de photographies de l'époque. Et l'artiste, donc, va ensuite les récupérer et va en faire des tirages. Et bien sûr, le caractère traumatique va se retrouver dans la matière avec ses écorchures, ses éraflures, ses manques. Et je trouve que c'est une œuvre extrêmement touchante parce que elle nous fait dire que la photographie, c'est tellement une matière qui engrange les affects que parfois il faut faire ressortir ces affects avec la même violence que ce que l'on peut ressentir et que le médium lui-même doit porter ces images. Ces images qui étaient désaffectées au sens où elles ont été oubliées sont réaffectées au sens où elles sont renourries des affects par l'expérience de l'artiste. Vous le voyez avec toutes ces transformations, allant parfois jusqu'à des lacunes tellement importantes qu'on n'y voit presque plus rien. Adrienne Hughes, elle, a fait beaucoup de travaux également, très intéressants pour nous parce qu'elle est emblématique de ce qu'on appelle le craftivisme, c'est-à-dire ce mouvement artistique qui consiste à reprendre des travaux domestiques, notamment la broderie, souvent sous une tonalité féministe, et d'aller retravailler les images avec le métier les savoir-faire de la broderie. Donc elle engrange beaucoup de cartes postales, si je puis dire, et des cartes postales, et elle va ensuite les broder, vous le voyez, en faisant un travail de petites mains, et transformer ce qui serait des visions un peu angéliques, un peu stéréotypées, en des sortes presque de pathologie de l'image, où les visages disparaissent. Souvent, ce sont les visages qui disparaissent. Alors, ça a un côté très mignon, ces petites cocottes en tissu de couleur, mais le fait de s'attaquer à l'identité des personnages rend les images extrêmement troublantes. On a presque l'impression d'une pathologie, encore une fois, qui serait venue manger. Alors, Julie Cockburn, elle, dans le même état d'esprit, va aussi aller récolter des photographies dans les brocantes. Et elle a une double formation, elle a une formation à la St. Martin's School, mais aussi c'est sa grand-mère qui lui a appris à broder. Et elle aussi va broder les photographies. Alors celle-ci est particulièrement chère à mon cœur. Et donc en essayant, pas toujours, cette image est plutôt symbolique, mais pas toujours. Et en essayant d'associer vraiment le travail de la main, qui est extrêmement long, et le travail de la reprise, de la redécouverte de la photographie. C'est de la photographie, c'est aussi du métissage et de l'hybridation de pratiques, mais ça produit une rencontre qui, là aussi, manifeste le caractère tangible des images. Alors, j'ai parlé de féminisme, il y a beaucoup d'artistes comme Marina Font ou d'autres qui vont ensuite retisser les images en travaillant véritablement sur l'univers féminin. Ici, tout le travail psychanalytique de Marina Font sur le fameux continent noir, la sexualité féminine, la psyché féminine dont parlait Freud, et elle va associer, vous voyez, tout ce travail de tissage
qui enferme ou libère la femme ou qui lui fait porter des symboles sur son corps. C'est toujours le corps de l'artiste. Elle fait une photographie de son corps presque d'une manière un petit peu, je dirais, médicale, et elle brode ensuite. Vous voyez tout ce travail de napperon, hein, qui est tellement identifié comme étant une pratique, j'allais dire, de dame. Eh bien, elle le rejoue dans un travail autour de la question du statut des femmes. Ici, vous voyez un napperon utérus qui est assez étonnant. Voilà. Donc on joue beaucoup avec les symboles, hein, ce cœur qui éclate. Nina Franco, dans le genre, est peut-être la plus militante. Elle, c'est vraiment, donc elle vit en Angleterre, c'est une brésilienne d'origine, c'est une activiste, une activiste qui se bat contre les violences faites aux femmes, et elle va travailler la photographie de manière très étrange, hein, très brutale, très puissante. Ou alors là, la photographie est là, mais elle est débordée véritablement par ces fils rouges qui renvoient aussi bien à toute forme de violence telle qu'on peut les imaginer. Et là, on est véritablement dans une photographie qui tutoie l'installation et qui sort véritablement de son cadre, qui sort de son médium et qui vient dialoguer avec toute autre substance. Mais là encore, vous voyez, avec une force d'impact où la photographie vient vraiment au-devant du spectateur. Pour terminer, et l'exposition s'y prête bien, je voulais vous dire un mot de ce que j'ai pu appeler la photographie amplifiée. Le médium mis à nu, la mythologie du médium, la question de la conscience critique de l'époque anthropocène, la question de la retrouvaille avec les images va amener aussi véritablement des artistes à pousser le travail photographique vers non seulement la matière, mais vers l'espace. Le travail de Cléa McKenna, par exemple, qui travaille sur les embossages. Hein. Donc, elle réalise véritablement des empreintes du papier photographique sur des supports de bois, sur des supports de tissu. On a un gaufrage, on a un embossage du papier photographique qui fait que le relief, hein, la matière même du papier, déborde la surface telle qu'on peut l'entendre habituellement. Donc, elle a tout un imaginaire autour de la végétation, autour du bois, mais aussi autour des tissus. Hein. Ces travaux sur les tissus sont très impressionnants, hein, où elle va véritablement, avec des presses, faire rentrer la forme des tissus dans celle du papier et ensuite produire des effets au tirage où on ne sait plus véritablement si on regarde du photographique ou du textile ou du tissu. Alors sur des grands formats, là aussi, hein, il y a un rôle très important de la manière d'occuper l'espace. Vous voyez ici, on est sur un angle de Simèse où on retrouve les tirages de l'artiste. Alors Mustapha Azerwal, lui, parmi d'autres, hein, est quelqu'un qui non seulement mobilise des procédés historiques comme la gomme bichromatée notamment, mais il va travailler sur des impressions à la gomme bichromatée, en l'occurrence ici, sur des polyèdres de plâtre, de manière à créer véritablement des sculptures photographiques. Vous voyez des branchages qui vont accompagner un travail tout à fait impressionnant qui est celui d'un arbre photographique. Vous voyez avec ce système d'accroche, la photographie est très mauvaise, mais qui vous montre hein, comment fonctionnent les suspensions de faïence imprimée de photographie. Thomas Hauser, lui, n'hésite pas à aller vraiment, alors lui, il est très radical, hein, comme certaines pièces de l'exposition ici. C'est quelqu'un qui va mettre au sol des morceaux de pierre, des morceaux de verre, des bouts de photographie, du métal, toujours en jouant avec le verre, le cuivre, la photographie, le pigment, comme pour montrer que finalement il y a du photographique dans des substances qui n'ont pas encore été traitées, réduites en poudre, et on est vraiment dans une proposition qui est très sculpturale. Vous le voyez ici avec le rouleau de cuivre, hein, la plaque de cuivre, le support vert. Hein. N'oubliez pas que le support vert a été le grand support de l'histoire de la photographie. À côté du papier, on l'a souvent oublié. Avec un univers iconographique qui est plutôt celui de la statuaire, de la ruine. Donc on peut aussi avoir cette idée d'une esthétique ruiniste, avec des grandes pièces au sol. Hein, c'est une exposition qu'il avait fait à Arles il y a quelques années. Voilà, je voudrais terminer en évoquant Laurent Lafolie, avec qui j'ai une très belle expérience cette année, parce qu'on a fait il a fait une très belle installation à Emmaüs Solidarité à Paris, où on a travaillé ensemble pour faire cette installation. Je ne vais pas vous la montrer là, vous la trouverez sur beaucoup de sites, mais vraiment rendre hommage à Laurent Lafolie, parce que c'est quelqu'un qui fait des images, mais c'est quelqu'un qui véritablement les fait vivre d'une autre manière. Il fait du portrait.
il a un corpus de portraits, entre 200 et 250 portraits. Des fois, il vient dans des lieux, comme dans les centres d'art, puis il va demander à des gens de poser. Il fait des portraits, mais il ne les nomme pas. Enfin, il sait qui c'est, mais il ne les nomme pas. Et ce corpus de portraits, il va les jouer de manière différente dans l'espace. Il les imprime. Au tout début, il faisait des tirages palladium sur des papiers Kenzo, donc des papiers japonais extrêmement fins qui laissent passer à la fois le regard et la lumière, bien évidemment. Et ces papiers très fins, il va les installer sur des baguettes selon des configurations différentes, de telle façon qu'on ait le sentiment de voir et de ne pas voir, de voir mais de traverser. Et il a à la fois un propos extrêmement humaniste, au sens où il nous donne à voir le collectif, que c'est véritablement de la photographie, mais une photographie où il est question aussi d'apparition et de disparition. Vous voyez, par exemple, dans ces images, on a des portraits qui sont très peu visibles sur l'écran ici, mais là, il réalise quelque chose de très étonnant, c'est un laptogramme. C'est-à-dire qu'en fait, le laptogramme, donc c'est le lap, c'est l'écran d'ordinateur, le lap, et donc il va faire défiler sur son écran d'ordinateur ces 200 portraits avec un timing de 4 ou 5 secondes à chaque fois, et il va coller, si je puis dire, sur son écran, son grand écran d'ordinateur, un papier photographique. Et donc en fait, il va y avoir un effet tout simplement de photogramme qui va se faire, et on a une espèce de dilution des traits et en même temps une présence de tous qui est tout à fait surprenante. Et puis il va aussi travailler cette forme incroyable qui est l'impression sur fil. Donc en fait, il déroule une bobine de fil qu'il a sensibilisée, il va impressionner le visage sur ce tissu, si je puis dire. Il va ensuite développer, laisser sécher. Ensuite, il va rembobiner sa bobine. Et puis, au moment d'exposer, il va, vous voyez, donner à voir ce système d'accrochage où il a une barre en haut, une barre en bas, avec des petits clous. Et puis, il démonte sa bobine. Et ensuite, vous aurez un petit peu comme dans l'op art ou dans l'art optique, la présence. On voit bien comment c'est fait. On a une sorte de présence qui ne peut être manifestée que si le regardeur se met au bon endroit pour faire apparaître les personnages. Voilà, ça c'est l'installation qu'il avait réalisée en 19 à la Chapelle des Dames Blanches à La Rochelle, grande exposition, où on voit justement tous ces personnages qui sont mis dans une sorte de roue qui apparaissent ainsi dans l'espace de l'exposition. Et bien c'est sur cette apparition-disparition que je vous remercie de votre attention.